Merci à Michel pour sa droiture, pour sa confiance, pour sa loyauté. Merci pour la manière dont il gère, dirige, développe cette ville d'Épinal et l'agglomération qu'il préside. Je connais bien Épinal depuis longtemps. Si d'ailleurs j'avais pas voulu connaître Épinal, j'aurais guère pu échapper à la pression de Philippe Séguin, qui avait toujours quelque chose à demander pour Épinal. Et je racontais tout à l'heure que ma première rencontre avec Philippe Séguin, j'étais jeune collaborateur du ministre des Transports, et à la buvette de l'Assemblée, j'avais été agressé par un colosse qui voulait des crédits pour le contournement d'Épinal, que naturellement on a fini par lui donner. Tellement il défendait avec force et force de conviction son territoire. Et Michel a gardé la même force de conviction, le même attachement, la même droiture. Voilà, il y a des responsables politiques dont on a l'impression qu'ils font des carrières, il y en a d'autres qui sont réellement au service de l'intérêt général, et c'est le cas de Michel Henrich. Je veux remercier François Vanson qui m'a invité à l'occasion de cette manifestation qui regroupe en particulier les adhérents, les militants des Républicains. Il a d'autant plus de mérite de le faire aujourd'hui qu'il vient de réaliser une compétition à ski ce matin. Il a descendu des pentes vertigineuses des Vosges. Non, mais... Je veux saluer Gérard Cherpion, qui est un parlementaire de grande qualité, qui travaille énormément, en particulier sur tous les sujets liés à l'activité économique, au PME, à l'apprentissage, à la formation professionnelle, et qui a beaucoup et qui apporte beaucoup au Parlement, à notre pays, et dont je m'inspire dans le programme que j'ai construit. Et puis je voudrais saluer les deux sénateurs, Daniel Grémillet et Jackie Pierre, en leur disant mon amitié. Bon, il y en a un qui a... pour lequel j'ai une tendresse particulière, parce que c'est un pilote de rallye. Franchement, un pilote de rallye... Enfin, je voudrais dire la joie qui est la mienne, que Michel Bonneau ait traversé la frontière pour venir nous saluer. On se connaît depuis longtemps, j'ai aussi beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration pour la manière dont il conduit son mandat parlementaire, pour le bon sens qui est le sien, et en particulier pour la vision qui est la sienne pour l'avenir de l'économie de notre pays. Je profite de l'occasion de ce début d'année pour vous adresser directement à chacun d'entre vous des vœux sincères de bonheur, de réussite. Au fond, je vous souhaite simplement que vous puissiez vivre en paix, vivre heureux avec tous ceux que vous aimez. Et que cette année soit une année qui soit fructueuse pour vos passions comme pour votre travail. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la France en 2016 ? D'abord et avant tout, des résultats dans la lutte contre le chômage. Le chômage, c'est depuis 30 ans un cancer qui ronge la société française. C'est une maladie qui est à l'origine de la dépression qui frappe notre pays. C'est une maladie qui est à l'origine de la plupart des maux qui, aujourd'hui, font que la France est un pays en crise. Nous n'avons pas su collectivement, depuis 30 ans, réduire le chômage. C'est l'échec collectif que nous devons prendre en compte et c'est désormais, et ça doit désormais être, la priorité absolue de l'action publique. Le président de la République française ne nous a pas dit autre chose, puisqu'il a décrété ce qu'il a appelé l'état d'urgence économique. Mais en fait d'urgence économique, nous n'avons eu qu'un discours de sous-secrétaire d'État à l'emploi, lundi, recyclant pour la énième fois toutes les vieilles recettes éculées qui n'ont jamais réussi à faire reculer le chômage. Il nous a dit qu'on allait réfléchir au Code du travail. Ça ne mange pas de pain de réfléchir. Il nous a dit qu'on allait multiplier les primes à l'embauche. C'est de la dette supplémentaire pour le pays et aucun effet réel sur l'emploi. Il nous a dit qu'on allait relancer l'apprentissage après l'avoir cassé, puisque c'est lui qui l'a cassé il y a 3 ans, notamment en supprimant les primes pour aider les entreprises à intégrer des apprentis. Il nous a dit qu'il allait baisser le coût du travail après l'avoir considérablement augmenté. Moi, tout ça, ça me fait penser à
une émission de télévision, alors peut-être qu'elle est un peu ancienne pour les plus jeunes d'entre vous, mais vous savez, ça s'appelait les Shadocks. Hein, ils pompaient en permanence, et c'était une sorte de pompage infini. Ben, on est exactement dans cette solution-là. On reprend toujours les mêmes solutions. On augmente le coût du travail, on le baisse pour le réaugmenter un peu plus tard. Monsieur Macron peut bien faire toutes les macronneries qu'il veut, c'est du vent. Et la grande loi qui a défrayé la chronique et qui a enthousiasmé les commentateurs pendant des semaines et des semaines pour libérer le travail du dimanche, vous en avez vu le résultat, elle est bloquée par les organisations syndicales. Chez Smart, on attend toujours le résultat du référendum pour les 35 heures, ou plutôt on attend toujours que le résultat de ce référendum soit appliqué alors qu'il est bloqué par les organisations syndicales. La réalité, c'est que depuis 4 ans, puisque ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir, et ça va malheureusement continuer jusqu'en 2017, on accumule massivement ce qu'on appelle les emplois aidés, c'est-à-dire des emplois subventionnés dans le secteur public pour faire baisser ce qu'on appelle la courbe du chômage. Et je voudrais attirer votre attention sur les mots qu'on emploie, pour vous demander de vous révolter contre ce discours, pour vous demander de vous révolter contre ces responsables politiques qui vous parlent non pas des êtres humains qui ont perdu leur emploi, mais qui vous parlent des statistiques. On vous dit il faut inverser la courbe du chômage. Mais ce n'est pas une courbe, le chômage. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas de travail. C'est des familles qui n'ont pas d'espoir. C'est des jeunes qui n'ont pas d'avenir. Alors, on peut rassurer François Hollande. Un jour, sûrement, cette courbe s'infléchira. Mais ça sera totalement artificiel. Ça sera à travers des mesures comme la multiplication des emplois aidés ou les 500 000 chômeurs qu'on veut mettre en stage pour les sortir des statistiques du chômage. Ça ne veut pas dire qu'un seul Français au chômage aura retrouvé un emploi. Et donc la candidature de François Hollande, qui est indexée sur la baisse de la courbe du chômage, nous a-t-il dit, puisqu'il nous a dit qu'il ne se représenterait pas s'il ne réussissait pas à faire baisser cette courbe du chômage, cette candidature sera factice. Elle reposera sur des manipulations de statistiques et pas sur l'amélioration de la situation de notre pays. Et le moment venu, nous devrons, et je ne serai pas le dernier à le faire, lui rappeler que le rêve de réenchanter la France, je vous rappelle que c'était le slogan de sa campagne, le rêve de réenchanter la France a en réalité tourné pour beaucoup de nos concitoyens au cauchemar. On n'est pas en guerre contre le chômage, on n'est pas en guerre contre la stagnation, je parle du gouvernement. Parce que si c'était le cas, si on était en guerre contre le chômage, alors le gouvernement devrait rapidement faire sauter des verrous dont on sait que ce sont les causes principales du chômage dans notre pays. Il devrait donner la liberté aux entreprises sur le temps de travail pour que les salariés et la direction des entreprises puissent négocier le temps de travail pour s'adapter aux réalités de l'entreprise. On devrait simplifier les conditions de conclusion et de rupture du contrat de travail. On devrait effacer les seuils sociaux. Vous savez, ces seuils qui font que tellement de patrons ne veulent pas embaucher pour ne pas passer au seuil supérieur, compte tenu des coûts que cela représente. On devrait agir pour l'avenir de l'UNEDIC, qui a aujourd'hui 26 milliards de déficit, en mettant en place, comme c'est le cas dans tous les autres grands pays modernes, la dégressivité des allocations de chômage. Comment est-ce qu'on peut motiver une personne qui cherche un emploi lorsqu'on lui assure 24 mois d'indemnité quoi qu'il arrive et aucune véritable formation en face? Alors les propositions ne manquent pas pour lutter contre le chômage, mais ce qui manque, c'est le courage, c'est l'audace de s'en saisir, c'est la volonté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre à la France en 2016? Eh bien que l'Europe tienne le coup. Et honnêtement, ce n'est pas un vœu superflu que celui que je formule devant vous. On voit que l'Europe est en train de se déliter sous nos yeux, sans que personne ne dise rien. Pays après pays, on referme les barrières. On voit se multiplier les mouvements xénophobes. On accuse l'Europe de tous les maux pour ne pas avoir à s'accuser des siens, c'est-à-dire à assumer ses propres responsabilités. Qui, dans notre pays, dans les grands pays européens, ose se dresser aujourd'hui pour dire que l'Europe est notre civilisation, que cette civilisation est menacée,
que ces jours sont comptés si nous continuons comme nous le faisons. Alors oui, j'accuse François Hollande. Je l'accuse de n'avoir aucune vision concernant le continent européen. Je l'accuse d'avoir laissé Mme Merkel agir toute seule, et notamment sur la crise des réfugiés, où elle a commis des erreurs, et où elle a entraîné l'Europe vers une voie qui est aujourd'hui une voie sans issue. J'accuse François Hollande de laisser le Royaume-Uni cheminer tranquillement vers la sortie de l'Europe, sans rien dire, sans rien faire pour l'en empêcher, au lieu de saisir l'occasion de ce risque de voir un grand pays quitter l'Union européenne, pour repenser le fonctionnement de l'Union européenne, pour corriger toutes les erreurs que vous-même vous dénoncez en permanence sur la bureaucratie, sur l'élargissement qui a été trop vite, sur les frontières qui ne sont pas correctement gardées, sur l'absence de véritable solidarité, sur la complexité de l'Union européenne. C'est le moment de changer tout ça, puisque les Anglais sont en train de secouer l'arbre et proposent de sortir. Il faut les prendre au mot et dire, puisqu'il y a un risque de voir la Grande-Bretagne sortir, eh bien changeons le fonctionnement de l'Union européenne. Et changeons ce fonctionnement en revenant au fond à l'esprit du début, à l'esprit des fondateurs de l'Union européenne, à l'esprit qui avait conduit le général de Gaulle en 1958 à adhérer au marché commun agricole. On l'oublie souvent. C'est-à-dire une Europe qui ne s'occupe que de quelques sujets stratégiques, qui sont des sujets pour lesquels on a besoin d'elle parce que chaque pays, isolément, n'est pas assez fort pour le faire. Et laissons ensuite les pays assumer et gérer eux-mêmes le reste. C'est quoi ces 5 priorités stratégiques qui devraient être l'essentiel du rôle européen? C'est d'abord une monnaie puissante pour nous affranchir de la tutelle exorbitante du dollar. Nous sommes aujourd'hui dépendants des États-Unis à travers cette domination du dollar qui n'est pas récente, mais qui ne s'est pas atténuée avec l'arrivée de la monnaie européenne. Et vous allez me dire, tout ça, c'est bien éloigné de nos préoccupations. Ne le croyez pas. Regardez les entreprises françaises, les entreprises européennes qui ont été sanctionnées par la justice américaine alors qu'elles sont européennes, qu'elles ne travaillent pas sur le territoire des États-Unis simplement parce qu'elles doivent subir la loi du dollar. Les Américains ont décidé que du moment qu'une entreprise libelle ses comptes en dollars, elle est justiciable de la justice américaine, même s'il s'agit de juger d'une transaction entre une entreprise française et une entreprise russe, une entreprise française ou une entreprise allemande. Si les comptes sont en dollars, c'est la justice américaine qui est compétente pour juger de l'activité de ces entreprises. C'est évidemment une situation qui pèse sur l'économie européenne et qui nous empêche d'avoir cette liberté et cette croissance qui devrait être la nôtre. La deuxième priorité, ça devrait être une politique de l'énergie européenne qui nous permette de nous dégager un peu de la dépendance, en particulier de la Russie, auquel l'Allemagne est obligée d'acheter la quasi-totalité de son gaz. La troisième priorité, ça devrait être une politique de frontières. L'Europe devrait avoir des frontières, et des frontières défendues, des frontières qu'on ne peut pas franchir comme ça, parce qu'en réalité, personne ne les surveille. Et une politique d'immigration commune. Comment gérer ces immenses flux migratoires si l'Europe a des politiques d'immigration qui sont différentes d'un pays à l'autre? Si on voit les réfugiés se déplacer en Europe pour profiter des différences de réglementation entre les différents pays européens. L'Europe devrait avoir une défense collective. Elle devrait mettre en commun ses moyens de défense pour assurer la sécurité de notre pays, assurer la sécurité de notre continent. On n'a jamais été aussi menacé quasiment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou au moins depuis la fin de la guerre froide. On est maintenant physiquement menacé par des forces de plus en plus puissantes qui, pour l'instant, nous attaquent à travers des actes terroristes, comme ceux que nous avons traversés cette année, mais qui, progressivement, peuvent s'en prendre à tous nos intérêts dans le monde. Quand vous voyez la montée de l'intégrisme musulman, que vous voyez la montée de ce que moi j'appelle le totalitarisme musulman, au fond, on a le sentiment que l'humanité génère régulièrement des formes de totalitarisme. Au XXe siècle, on en a connu 2. On a connu le nazisme
puis ensuite on a connu la domination de l'Union soviétique, qui était une autre forme de totalitarisme. Eh bien, au XXIe siècle, il y a un nouveau totalitarisme qui explose à la surface de la planète, c'est le totalitarisme islamique. Vous allez me dire, c'est pas la même chose, c'est la même idée. C'est quelques personnes qui veulent imposer leur mode de vie, leur vision de la société au reste du monde, et évidemment par la force. Eh bien, face à ce danger qui est en train d'embraser une immense partie de la planète, du Pakistan en Asie jusqu'au Nigeria, au cœur de l'Afrique, il faut que l'Europe se défende. Comment est-ce que l'Europe peut continuer à n'avoir comme seule défense que les forces militaires françaises, qui ont été considérablement réduites, et quelques forces militaires britanniques, et c'est tout. Ça veut dire que demain, si ces adversaires deviennent plus farouches, plus organisés, plus puissants, s'ils s'emparent de territoires, ils pourront menacer directement la sécurité européenne sans que nous soyons en mesure de nous défendre. Et puis enfin, la cinquième priorité, ça devrait être une grande stratégie européenne pour l'innovation et en particulier pour le numérique. Le numérique, le digital, les nouvelles technologies, c'est le levier de la croissance de demain. Ce levier de croissance, il est pour l'instant monopolisé pour une large part par les États-Unis avec leurs immenses entreprises, les Google, Apple, et Microsoft et autres, qui dominent le marché, et par les Chinois qui fabriquent toutes les machines et qui vont de plus en plus fabriquer aussi les logiciels avec lesquels se développe cette stratégie numérique. Il faut que l'Europe soit forte et puissante. Elle pourrait mettre ses moyens en commun, les moyens de ses laboratoires, les moyens de ses universités, les moyens de ses entreprises, pour développer une force dans le digital. Voilà ce que l'Europe devrait faire. Et elle devrait laisser le reste aux États, laisser les États compétents sur tous les autres sujets. Moi, j'ai honte de voir l'Europe devenir le ventre mou de la mondialisation, alors que l'Europe devrait être souveraine et qu'elle devrait être agissante. Quand vous regardez la situation d'aujourd'hui, dans les échanges commerciaux, l'Europe est tétanisée devant la domination du dollar sur l'euro. Et comme je le disais tout à l'heure, elle plie devant les juridictions américaines qui condamnent nos entreprises qui ne respectent pas la loi américaine hors des États-Unis. Que les Américains veuillent sanctionner des grandes entreprises européennes pour défendre leurs propres intérêts, après tout, j'allais dire, c'est de bonne guerre. Mais que les autorités européennes et françaises ne disent rien quand la BNP est condamnée à 9 milliards d'amendes, quand une grande banque allemande est condamnée à 6 milliards d'amendes, quand le Crédit Agricole est condamné à plusieurs centaines de millions d'amendes, vous avez entendu un seul dirigeant français dire ça suffit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Or, c'est bien une domination d'une économie nord-américaine sur l'économie européenne. Sur ces frontières, l'Union européenne est incapable de les sécuriser de manière collective, elle est même parfois incapable de les fixer. Combien de temps, combien de réfugiés supplémentaires et combien de drames il va falloir pour que, enfin, l'Europe mette en place une politique de frontières digne de ce nom? Combien de temps on va encore discuter avec la Turquie de son adhésion à l'Union européenne alors que cette adhésion n'a aucun sens, qu'elle n'est pas possible, qu'elle n'est pas souhaitable? L'Europe a une identité culturelle. Je le disais tout à l'heure, c'est une civilisation. Et cette civilisation, elle ne peut pas se diluer à l'infini jusqu'au Bosphore et jusqu'à Istanbul. Où est l'indépendance de l'Europe, incapable de s'affranchir de l'OTAN et du leadership américain vis-à-vis de la Russie, qui est pourtant notre allié dans la guerre contre l'État islamique? Et voilà maintenant, cerise sur le gâteau, qu'on apprend que l'Union européenne a décidé d'ouvrir en grand le marché européen aux produits chinois, puisque l'Europe a engagé avec la Chine une négociation commerciale visant à reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché. Les États-Unis ont refusé d'ouvrir cette négociation avec la Chine. Et nous allons l'ouvrir. Et nous allons abaisser nos défenses, nos frontières, nos droits de douane
aux produits chinois. On est fou. On est fou et on est faible. Ce n'est pas parce que la Chine a enterré le marxisme qu'elle est devenue une économie de marché. Et il est temps que les Européens comprennent que la mondialisation, ce n'est pas seulement le business. La mondialisation, c'est aussi des intérêts, des principes, des valeurs et une civilisation que nous devons défendre. Et puis en 2016, je pense qu'on peut aussi se souhaiter la victoire contre l'État islamique, la victoire contre ces totalitaires qui nous ont attaqués lâchement 2 fois en 2015. Le chemin est encore long avant de gagner la guerre contre cet ennemi. Et je dois vous avouer que moi j'enrage devant le temps qui a été perdu par la France, qui a été perdu par François Hollande, qui a été perdu par les Européens. Ça fait 3 ans, et vous m'en donnerez crédit, ça fait 3 ans que je répète inlassablement que François Hollande doit privilégier une alliance avec la Russie dans la guerre contre l'État islamique, plutôt que de nous entraîner dans une nouvelle forme de guerre froide. Il a fini par m'entendre, après les attentats de novembre, lorsqu'il a déclaré à Versailles qu'il allait se rendre à Moscou et qu'il allait proposer au président russe une grande coalition pour ensemble venir à bout de l'État islamique. Il a bien entrepris ce voyage à Moscou, mais malheureusement avant, il en a fait un à Washington, où on a un peu abaissé ses ambitions, et la grande coalition a disparu, et elle est aujourd'hui totalement dans l'impasse. Nous n'avons guère avec la Russie qu'une petite discussion technique pour savoir quelles sont les cibles que les Russes bombardent, pour éviter que nos avions ne se croisent ou ne se heurtent au-dessus du ciel syrien. Mais il n'y a pas le début du commencement d'une stratégie commune pour aller vraiment reconquérir le territoire en Syrie et libérer ce pays de la tutelle de l'État islamique. En 2016, nous devons, nous les citoyens, réclamer inlassablement cette alliance et réclamer la levée des sanctions contre la Russie. Parce que comment voulez-vous être alliés avec les Russes dans la guerre contre l'État islamique si en même temps on les sanctionne par rapport à la situation en Europe de l'Est et en Ukraine? J'ajoute que les sanctions contre la Russie se traduisent pour une part par la ruine de notre agriculture. Et franchement, ruiner nos agriculteurs pour des sanctions qui ne servent à rien, ça n'est pas la meilleure façon de conduire la politique étrangère française. Enfin, la diplomatie française ne fait plus du départ du président syrien le préalable du préalable, mieux vaut tard que jamais, mais en réalité, la France, comme beaucoup d'autres pays européens, refuse de dialoguer avec le régime syrien. Le résultat, ce n'est pas qu'on ait de l'admiration, loin de là, pour ce régime sanguinaire, mais simplement, il faut regarder les choses avec réalisme. Sur le terrain en Syrie, il n'y a qu'une seule force terrestre, sauf à y aller nous-mêmes, qui peut venir à bout de l'État islamique. C'est l'armée syrienne. Et donc, si on n'a pas un accord avec le régime syrien, on va mettre des années et des années à vaincre l'État islamique. Et tout le temps que nous perdons, c'est des attentats supplémentaires dans le monde, et c'est le risque de voir l'État islamique s'emparer d'autres pays le long de la rive sud de la Méditerranée. Et on peut imaginer, dans un scénario catastrophe, que dans quelques années, une grande partie de la rive sud de la Méditerranée soit entre les mains de ces totalitaires islamiques. Vous voyez à quel point alors le monde serait menacé et l'Europe au premier rang. En 2016, il faut que la France parle à voix haute pour dénoncer tous ces jeux souterrains qui annihilent toute solution au conflit syrien. C'est la France qui devrait prendre l'initiative, parce que c'est dans ses gènes, c'est dans son histoire qui devrait prendre l'initiative d'essayer au moins de réconcilier Washington et Moscou pour créer les conditions d'une vraie coalition internationale. C'est ce qu'aurait fait le général de Gaulle s'il avait été à la place de M. Hollande. Quasiment chaque jour, il y a un attentat sanglant dans le monde. Un attentat qui frappe un État, chaque jour pratiquement, depuis maintenant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en présence de ce que j'appelle le virus d'une troisième guerre mondiale, qui est en train de ronger l'humanité.
Et face à ce virus, face à sa puissance, nous avons besoin d'une coalition unique. On a besoin d'une bannière unique contre le drapeau noir de l'État islamique. Quand il a fallu se battre contre le péril nazi, les grands hommes d'État de cette époque n'ont pas hésité à faire alliance ensemble, même s'il s'agissait de mettre dans le même camp Staline, les Américains, les Anglais, parce que c'était une priorité absolue de détruire le nazisme, quel que soit le jugement qu'on pouvait porter sur le régime soviétique. Le fanatisme, parce que c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui, est en train de défier l'âme de nos démocraties. Et nos démocraties doivent se protéger leur sécurité, mais elles doivent le faire sans sacrifier leurs valeurs, leurs principes, leur idéal. Parce qu'une démocratie qui sacrifie son idéal, ça n'est plus une démocratie. Et alors, c'est la même chose, finalement, que ces États que nous combattons. Je suis pour l'efficacité dans le combat contre le terrorisme. Et par exemple, je n'ai pas de difficulté, pour ma part, à soutenir le gouvernement sur l'état d'urgence pour permettre à nos forces de police et à notre système judiciaire de lutter efficacement contre ceux qui veulent porter la mort sur notre territoire. Mais en revanche, je ne suis pas pour les écrans de fumée. Et pour ma part, je ne voterai pas les yeux fermés la réforme de la Constitution que le président de la République a cru devoir engager dans la précipitation. J'attends que le gouvernement nous explique sérieusement, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant, en quoi le fait de changer la Constitution sur l'état d'urgence et sur la déchéance de nationalité est nécessaire. Je suis pour la déchéance de nationalité pour les terroristes, naturellement, mais elle existe aujourd'hui dans la loi. Elle existe aujourd'hui et la nationalité française n'est pas décrite dans la Constitution, elle est définie dans le Code civil. Et bien donc il faut modifier la loi, modifier le Code civil. Pourquoi modifier la Constitution ? Pourquoi la modifier? La Constitution, c'est quelque chose qui doit être modifié le moins souvent possible et avec la plus grande prudence. Nos amis américains, ils ont une Constitution qui est plus ancienne que la République française et ils l'ont quasiment jamais changée. La nôtre, elle a déjà changé des centaines de fois. Ce n'est pas nécessaire de la changer juste pour faire plaisir à François Hollande. Ce n'est pas nécessaire de la changer pour permettre à François Hollande de dire « Vous voyez, moi, j'agis contre le terrorisme parce que j'ai changé la Constitution. » Mais pendant ce temps-là, est-ce que les forces de police sont mieux organisées? Est-ce que les services de renseignement ont tiré les enseignements, les conséquences des failles qui, naturellement, ont conduit aux attentats de cette année? Est-ce qu'on a la bonne stratégie pour combattre l'État islamique? Voilà les vraies questions. La modification de la Constitution, c'est très intéressant, c'est très symbolique, mais enfin, c'est pas ça qui va faire frémir de peur les combattants islamiques. On veut déchoir de leur nationalité les terroristes. D'abord, déjà, il faudrait pouvoir les prendre vivants. Et une fois qu'on les aura pris vivants, il faut quand même qu'ils payent leurs crimes. Et les déchoirs de la nationalité, c'est pas une sanction suffisante, pardonnez-moi. Donc il faut les mettre en prison. Et en principe, quelqu'un qui vient de tirer à la Kalachnikov sur une salle de spectacle, on ne va pas le mettre en prison pour quelques mois. On devrait le mettre en prison pour la vie, à perpétuité. Et donc ça veut dire qu'on lui enlèvera sa nationalité quand il aura purgé sa peine de prison à perpétuité. Voilà à peu près le niveau de la riposte française. Pendant ce temps-là, on élude les vrais problèmes. On élude la question de la modernisation nécessaire de l'islam, qui est aujourd'hui rongé par le salafisme et par l'intégrisme. On élude la question de l'insécurité, la question de l'immigration sans intégration et sans limite. On élude la question de l'éducation nationale, avec ces 2 millions de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation. 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans en France aujourd'hui qui sont en réalité dans la rue. Voilà, mais pendant 2 mois, on va s'écharper sur la déchéance de nationalité, alors que la nation française est en panne de résultats et qu'elle est en panne d'espoir. Ce n'est pas parce qu'on va déchoir quelques assassins qui méritent notre mépris qu'on va redresser la France et sa fierté. Tout ceci sent l'affolement, le désordre,
et pas la lucidité. Et surtout pas l'ordre, l'ordre le vrai. En venant ce matin à Épinal, sur la route entre Nancy et Épinal, je pensais à Philippe Séguin. Et je me souvenais de ce matin de janvier, il y a 6 ans, où l'on m'annonçait sa mort. Sa voix nous manque. Et je le dis, je suis sûr, comme chacun d'entre vous ici, avec la gorge nouée. Comment Philippe aurait réagi devant le fanatisme djihadiste? Je crois qu'il aurait sûrement rappelé que la riposte est d'abord morale, parce que celui qui, par le cœur et l'esprit, ne doute pas de ses valeurs, alors il ne craint pas l'adversaire qui veut le faire trembler. Qu'est-ce que Philippe aurait pensé de l'avachissement de l'Union européenne? Sans doute aurait-il rappelé que l'Europe meurt de n'avoir pas mis la politique avant la technique. Philippe a toujours dit qu'il voulait l'Europe, mais qu'il voulait l'Europe avec la France debout. Eh bien, aujourd'hui, l'une et l'autre sont à genoux. Et je crois que Philippe serait le premier à nous avertir que si, à Bruxelles, on hésite, c'est parce qu'en France, on piétine. Il n'y a pas d'Europe forte sans nation forte. C'était sa conviction, c'est aujourd'hui la mienne. Qu'est-ce que Philippe aurait dit du vote extrémiste, de la montée du vote extrémiste en France? Je crois qu'il aurait trouvé les mots pour rappeler que le nationalisme, c'est la maladie des patries mal aimées et mal gouvernées. Lorsque la France est grande, lorsqu'elle crée des emplois, lorsqu'elle crée des richesses, alors chacun sent pourquoi son destin personnel se confond avec celui de la nation. Et dès lors, la question n'est plus « qui suis-je ?», mais la question c'est « que faire pour réussir et pour être digne de mon pays ?» Tout le message de Philippe Séguin se cristallise autour d'un mot, l'honneur. L'honneur d'être français, avec des droits et des devoirs. L'honneur de la politique, qui pour Philippe Séguin n'a jamais été un jeu, mais un service au service du pays. L'honneur de la liberté dressée contre ces servitudes qui ont pour nom la lâcheté, la bassesse, la résignation. Je n'ai rien oublié, ni des enseignements de Philippe Séguin, ni de mes premiers engagements. Quand j'étais adolescent, j'avais épinglé au mur de ma chambre une photo du général de Gaulle parce qu'il était, à mes yeux, l'homme qui ne capitule pas. Jeune député, je fus avec Philippe de toutes les aventures pour retendre la République. Et lorsque je vois dans quel état il se trouve, je dis qu'il faut être très ferme là où les voyous gagnent du terrain et implacable là où l'obscurantisme s'attaque à nos valeurs, viole la dignité des femmes, comme on l'a vu encore récemment à Cologne. Faudrait-il rappeler qu'en France, on peut se promener dans la rue avec une kippa ou avec une croix sans être menacé par des illuminés? Est-ce qu'il faut rappeler aux sauvages qu'en Europe, les femmes ne sont pas des objets qu'on viole ou qu'on recouvre de noir? Moi, je n'oublie rien. Et du premier au dernier jour, comme Premier ministre, j'ai servi mon pays avec tout le dévouement dont j'étais capable. En 2012, je suis sorti de Matignon avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi avec un sentiment d'inachevé. Nous avons géré la France, mais nous ne l'avons pas transformée. Je regarde notre bilan sans complaisance parce qu'il n'y a pas de crédibilité sans lucidité. Et puis la gauche est arrivée, avec ses idées fausses, avec ses impôts en cascade, et elle a fichu notre économie par terre. Depuis 3 ans, comme le rappelait tout à l'heure Michel, je vais chaque semaine à la rencontre des Français. Qu'est-ce que je vois? Je vois des agriculteurs modernes, performants, qui travaillent plus de 80 heures par semaine et qui ne peuvent pas se verser de salaire à la fin du mois. Je vois des entrepreneurs et des artisans qui paient tellement de cotisations, d'impôts et de taxes que leur revenu est inférieur au salaire minimum. Je vois des médecins dont les conditions de vie se sont dramatiquement dégradées.
Je vois des fonctionnaires qui n'ont plus aucune perspective d'évolution de carrière et encore moins d'augmentation de salaire. Et puis je vois des chômeurs. 700 000 de plus depuis 2012. 6 millions de Français qui pointent à Pôle emploi. Je vois une vie qui est de plus en plus dure et qui est de plus en plus incertaine. Et dans ce contexte, je ne supporte plus d'entendre François Hollande et quelques autres nous dire que ça ira mieux demain. Je ne supporte plus de voir la France s'enfoncer. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2017 parce qu'une colère froide monte en moi et parce que je sais ce qu'il faut faire pour redresser notre pays aujourd'hui. Dans ma vie publique, j'ai eu le privilège de tenir les plus hauts postes. Alors je vous le dis aujourd'hui, les honneurs m'importent peu. Moi, je veux redresser, je veux rénover, je veux transformer notre pays. Et je pense que pour le faire aujourd'hui, dans les conditions extrêmement difficiles que nous rencontrons, il ne faut pas calculer. Il ne faut pas chercher à plaire aux uns ou aux autres. Il faut bâtir un projet précis, un projet radical, un projet d'intérêt national. Je vais droit vers les primaires avec la certitude qu'il faut tout changer et qu'il faut le dire sans trembler et sans ruser. Je fais un pari qui est peut-être risqué, celui de la vérité. Je fais le pari que la vérité, c'est le meilleur moyen de gagner l'estime des Français qui en ont assez d'être menés en bateau depuis si longtemps. Avec 2 000 milliards de dettes, il n'y a plus un euro dans les caisses. Avec 1% de croissance à tout casser et 6 millions de personnes au chômage, nous sommes sur la voie de la précarisation nationale. Au fond, aujourd'hui, le slogan, ça devrait être « soit on réagit, soit on crève ». C'est peut-être pas agréable à entendre, mais c'est la vérité. Je fais aussi un autre pari. Je reconnais que ce n'est pas un pari ordinaire dans un pays comme le nôtre qui est shooté à l'uniformité et à l'égalitarisme, c'est le pari de la liberté. Je fais le pari que la liberté est attendue par tous ceux, et ils sont nombreux, qui en ont assez d'être pris pour des pions. Les salariés, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des agriculteurs, des médecins, des enseignants, des chômeurs, qui souhaitent simplement qu'on leur donne la liberté d'oser, la liberté de travailler, la liberté de faire, la liberté d'innover. Et alors vous verrez où mènera l'audace dont notre pays est capable. Nous sommes l'un des pays au monde qui compte le plus de réglementation, au nom de l'égalitarisme. Et parce que nous pensions que seul l'État pouvait défendre l'intérêt général, on a tout nivelé, tout encadré. Et aujourd'hui, malgré leurs efforts, malgré leur courage, beaucoup de Français ont le sentiment d'être coincés dans leur vie. Tu veux créer ton entreprise ? Remplis d'abord le formulaire en 3 exemplaires. Tu veux travailler le dimanche? Demande la permission au syndicat. Tu veux travailler plus pour gagner plus? Pense d'abord aux impôts que tu vas payer. Comment est-ce que vous voulez, dans ces conditions, stimuler l'audace qui existe dans le cœur de beaucoup de Français et leur volonté de travailler? Oui, je suis pour la liberté, parce que je ne connais pas de meilleur moyen pour remettre notre pays en marche. Et j'ai un objectif ambitieux. Je veux que dans les 10 ans qui viennent, la France soit la première en Europe. J'ai une priorité, c'est l'emploi et la croissance. Et enfin, j'ai une méthode. Il faut agir fort et il faut agir vite. Dans les 3 premiers mois, avec une équipe qui aura déjà préparé les projets de loi avant l'élection et avec un référendum pour imposer les réformes les plus audacieuses, celles dont le Parlement ou les organisations syndicales ne voudront pas. Avant le 30 octobre 2017, je veux baisser le coût du travail. Je veux donner aux entreprises la liberté de négocier le temps de travail avec leurs salariés. Je veux réformer l'assurance chômage. Je veux généraliser l'apprentissage. Je veux fusionner toutes les allocations sociales en une seule qui ne pourra jamais dépasser le montant du revenu du travail. Je veux moins de charges, je veux moins d'impôts. Je veux plus de confiance pour ceux qui font tourner les moteurs de l'économie française. Je veux réformer la fiscalité du capital, de l'investissement. Je veux des capitalistes français qui puissent investir dans des entreprises françaises.
Nous sommes dans un pays où le gouvernement n'a de cesse que de pourchasser ceux qui gagnent de l'argent en France. Et une fois qu'ils ont été bien taxés, bien pourchassés, qu'ils sont partis à l'extérieur et qu'on a besoin d'argent pour sauver les fleurons de l'économie nationale, qu'est-ce qu'on fait? On va se rouler par terre devant le Qatar ou devant les fonds de pension américains pour financer l'économie française. Oui, moi je préfère valoriser les fortunes françaises plutôt que de ramper devant les fortunes étrangères. Je veux réformer l'État, je veux réduire ses déficits et ses dettes qui nous placent non seulement en situation de danger social, mais aussi en situation de dépendance vis-à-vis du reste du monde. Je veux arrêter la machine à créer toujours plus d'emplois publics. Je veux rapprocher les départements et les régions. Je veux, comme partout en Europe, fixer l'âge de la retraite à 65 ans et garantir des pensions dignes pour tous les Français. Et en particulier, je veux inscrire dans la Constitution le principe de l'égalité des régimes sociaux publics et privés. Et je pense que le mieux, c'est de passer par un référendum pour le faire. Alors certains ont feint de peindre mon projet aux couleurs du sang et des larmes. Mais le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour tous les gens qui n'ont pas de boulot. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour les retraités qui voient leur pouvoir d'achat fondre. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour tous ceux qui n'ont pas d'avenir, en particulier pour leur jeunesse. Dans les entreprises qui ferment, parmi toutes ces familles qui tremblent pour l'emploi de leurs enfants, on ne craint pas le changement, on l'attend. Je veux être le candidat des jeunes qui se cassent les dents sur la rigidité du Code du travail. Je veux être le candidat des chômeurs qui préfèrent bosser le dimanche plutôt que de pointer à Pôle emploi le lundi. Je suis le candidat des ouvriers qui préfèrent travailler un peu plus que de ne plus travailler du tout. Je veux être le candidat des salariés qui ne comprennent pas pourquoi leurs efforts payent moins que l'assistance. Je veux être le candidat des fonctionnaires qui préfèrent servir un État moderne, qui leur offre des perspectives de carrière, plutôt qu'un État en faillite. Je veux être le candidat des entrepreneurs, des artisans, des agriculteurs qui prennent des risques. Je veux être le candidat des familles, et en particulier des familles modestes qui veulent de l'ordre dans la cité et qui veulent de l'éducation pour leurs enfants. Ceux-là, ils ne votent pas Taubira. Et ils ne comprennent pas pourquoi l'école ne se recentre pas sur l'essentiel, la transmission des savoirs fondamentaux, le civisme, la préparation à l'emploi. Je veux battre François Hollande parce qu'il est complice d'un système qui est usé jusqu'à la corde. Et j'entends défier dignement mes concurrents lors des primaires sur l'essentiel, c'est-à-dire sur leurs idées et sur leurs projets. Je ne suis, au sein de ma formation politique, l'adversaire de personne. Ces primaires, elles se tiendront en novembre et elles seront ouvertes à tous les Français qui veulent choisir le candidat de la droite et du centre. C'est une formidable opportunité pour rajeunir notre démocratie. Et c'est aussi une formidable occasion pour avoir un vrai débat de fond avec vous et devant vous. Il vous reviendra de choisir le meilleur projet. Mais il vous reviendra aussi de choisir le candidat le plus à même de rassembler largement les électeurs. Et dès le premier tour, puisque nous ne sommes plus dans un système politique bipolaire, et aujourd'hui la question qui est posée pour la droite et le centre, c'est est-ce que le candidat de la droite et du centre sera bien au second tour de l'élection présidentielle? Car je ne voudrais pas que vous n'ayez comme seul choix que Mme Le Pen ou M. Hollande. Vous voterez en conscience. Vous voterez pour qui vous voudrez, mais sachez que si votre choix se portait sur moi, alors je ne tremblerai pas pour transformer notre pays. À lire les sondages, tout le monde semble capable en 2017 de renvoyer François Hollande à sa normalité. Mais la question centrale, c'est pourquoi faire? Si l'alternance n'est qu'une alternance, si c'est pour faire comme avant ou un peu mieux qu'avant, alors ça ne servira à rien. Et à mesure que la France tombera,
la colère des Français grandira, jusqu'au jour où cette colère explosera. Et elle explosera par notre faute, parce que nous aurons, par commodité électorale, dépossédé le pays de ce qu'il tient pour sacré, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Il n'y a pas de souveraineté nationale sans puissance productive, c'est-à-dire sans une économie forte. Il n'y a pas de souveraineté nationale sans emploi. Il n'y a pas de souveraineté nationale sans des finances publiques qui soient en ordre. Si le peuple doit s'en remettre à Bruxelles pour connaître son sort, si un jour il doit être l'otage du Fonds monétaire international, alors à quoi bon la démocratie? À quoi bon les élections? Nous avons un défi. Il faut battre la gauche et battre l'extrême droite. Pas par défaut, pas simplement pour zapper Hollande ou pour éviter Le Pen, mais par adhésion à un projet qui change les choses. C'est pour ça que je me bats depuis des mois et des mois, pour bâtir un projet inédit, puissant. Je sais que les mesures que je propose sont fortes et que beaucoup d'entre elles ne manqueront pas de soulever des résistances. On va m'expliquer que ça va trop loin, que c'est impossible, que c'est trop dur, que la France est tellement accoutumée aux promesses et aux ajustements à la marge qu'elle n'acceptera jamais de sauter dans l'inconnu d'un véritable programme de redressement. Est-ce que la France saura cette fois-ci choisir la vérité et les réformes de fond? C'est la question que beaucoup de nos concitoyens se posent. Moi, j'ai la conviction que c'est possible. J'ai surtout la conviction qu'il n'y a pas d'autre choix. J'ai la conviction que les Français sont lucides, mais en même temps, j'ai besoin pour les convaincre de vous, de votre soutien, de votre engagement, parce qu'il va falloir bousculer les défenses de l'immobilisme. Alors, mes amis, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont prêts à se révolter contre le conservatisme. Au fond, tous ensemble rassemblés, nous sommes la France. C'est-à-dire que nous sommes un grand pays, pas comme les autres. Un pays traversé de talent, traversé de vaillance, un pays avec une histoire formidable, un pays qui est encore, malgré tous ses défauts et ses faiblesses, admiré et respecté dans le monde. Eh bien, pour ce pays-là, nous allons nous retrousser les manches. Nous allons rassembler. Nous allons aller au-devant de toutes les forces françaises. Et vous verrez que ces forces françaises, une fois qu'on les aura libérées, elles nous porteront très loin. Voilà le combat auquel je vous invite, le combat pour la France et pour la République.